Yo les ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous livrer ma critique sur Snowpiercer, la série tant attendue sur Netflix, lourde communication, lourd budget, lourd casting apparemment. Oui, beaucoup d'entre vous m'ont demandé finalement de livrer mon avis sur cette série que je n'avais pourtant pas prévu de critiquer et je me suis dit que c'était du coup une pierre de coups finalement pour vous présenter l'évolution de la critique, de ce que j'attends sur la chaîne, pour le futur de la chaîne en tout cas. Vous le voyez, on est dans un format très one-shot, le format que je peux vous proposer quand je partage les news et des choses comme ça en mode full improvisation, sans montage. J'ai décidé après mes réflexions de faire pareil pour la critique. Alors évidemment, il va falloir un peu me laisser de temps parce que c'est évidemment pas au point pour l'instant, je suis sûr que ça va évoluer. Je vous invite à faire d'ailleurs vos retours en commentaire. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce changement, pourquoi j'ai fait ça, je vous invite à aller checker donc mon Instagram qui est en description et en commentaire épinglé. J'ai mis toutes les explications, ça dure 3 minutes, donc j'ai pas forcément envie de rajouter du temps sur la vidéo, c'est pour ça. Bref, aujourd'hui du coup, on va partir sur Snowpiercer, une série qui sur le papier me faisait grave envie. Est-ce que c'est pari réussi concrètement? C'est ce qu'on va voir après le générique. Bon, déjà, ça parle de quoi? Parce que oui, même si vous êtes sur une critique 100% spoiler, c'est que vous avez sûrement vu la série, mais c'est quand même bien de resituer les bases. Avec Snowpiercer, on est donc 7 ans après que la fin du monde ait eu lieu, toute la Terre est entièrement glacée, tu sors, en gros, tu meurs instantanément d'une pneumonie sévère, on va dire ça, et donc le seul moyen de survivre pour les survivants qui restent encore, c'est de loger dans ce fameux train, le transpersonnage aux 1001 wagons, ça on va en reparler aussi très brièvement, qui doit rester tout le temps en constante vitesse afin de conditionner l'air, chauffer les pièces et choses comme ça. Et effectivement, à l'intérieur de ce train, on va se livrer à des guerres des classes, à des injustices sociales, à de la politique interne mais aussi extrême, et à du cannibalisme. Bref, finalement, tout ce qu'on aime, j'ai envie de dire. Alors déjà, mon avis global sur la série, est-ce que j'ai aimé totalement ? Enfin, totalement, je dis, ça paraît très léger quand je dis ça, mais j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'avais apprécié la série. C'est-à-dire que dans un premier abord, on a deux enquêtes. On a deux intrigues qui sont livrées dans cette saison 1. Jusqu'à l'épisode 5, on va être centré sur un meurtre qui a eu lieu en première classe. Et justement, ils vont chercher donc Layton, qui est ancien flic, voilà, qui va entre guillemets résoudre ce mystère en mode Scooby-Doo. Et ensuite, on va partir un peu plus du côté, après l'épisode 5, du côté de la politique, du côté de la dictature, qui est en fait une dictature déguisée en démocratie depuis le départ, même si on s'en doutait fortement. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé cette série parce que ça fait finalement très expert à la SNCF. Expert Manhattan, expert SNCF, t'as compris en fait. Et c'est vrai que ça peut sembler long par moment, et je me suis rendu compte que la volonté des scénaristes, en fait, à travers cette enquête, c'était tout simplement une excuse scénaristique pour qu'on découvre le train, pour qu'on découvre les gens, parce qu'effectivement, Layton, il va enquêter, donc il va visiter un petit peu tous les wagons, il va apprendre comment fonctionne le train, et à travers ça, les spectateurs vont aussi apprendre les mentalités qu'il y a, les wagons, qu'est-ce qui est politisé dans le train, comment ça fonctionne, le ravitaillement aussi, qui est censé être hyper important, qui fait genre la moitié du train, alors qu'on n'en reparle plus jamais, et pour moi c'est un gros problème, parce que finalement quand tu fais une série autour du survivalisme, tu te dois de présenter tout ce qui est ration, tout ce qui est... Enfin, tu te dois vraiment d'en faire des caisses avec la bouffe finalement, et là t'as l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que tu sais pas, parce que tu te dis peut-être qu'ils ont vachement de nourriture et que c'est pour ça, sauf que des fois on te dit qu'ils auront bientôt plus de steak ou je sais pas quoi, donc au final... T'es pas trop centré sur cet aspect survivalisme, et c'est ce que je regrette un peu. Bref, avant de rentrer plus dans les détails, parlons du casting, parce que il y a des choses à dire, surtout niveau développement de personnages, parce que là aussi, c'est pour ça que je vous ai dit qu'au début, j'étais pas vraiment parti du bon pied avec la série. On sent que les personnages ne sont pas développés. À part donc le personnage de Mélanie, de Layton, un petit peu du flic, enfin des deux flics du coup, bah, le reste est pas tellement développé, voire pas du tout. Et je me suis dit, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que généralement quand tu fais une série comme ça où les gens sont confinés ensemble pendant plus de 7 ans au final, t'as des suicides, t'as des gens qui pètent des plombs, enfin c'est normal, on voit déjà comment ça se passe dans les téléréalités quand ils sont ensemble depuis 2 semaines, donc 7 ans je vous laisse deviner comment ça se passe. Et au final t'as pas ce côté exagéré, t'as pas ce côté cannibaliste, t'as pas de suicide, enfin si
t'as un suicide, mais il est à l'arrière, donc c'est perçu parce qu'il a une vie de merde, c'est pas perçu parce qu'il en a marre d'être dans le transpersonnage et qu'il est dégoûté, qu'il a pas de sens à sa vie et tout, donc c'est grave dommage. Et en fait, je me suis dit, le développement de personnage, finalement, il y en a pas, donc tu peux pas t'accrocher au personnage. Est-ce que ça serait pas finalement une volonté de la part des scénaristes pour que justement tu te concentres sur ce que le personnage devient à cause du transpersonnage et pas ce qu'il était avant? C'est dans ce sens-là, donc de ce côté-là, je comprends si les scénaristes ont voulu faire ça, parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'ils appellent ça l'ancien monde, ils veulent vraiment te concentrer sur l'aspect présent des personnages, t'as juste le droit finalement à deux trois personnages où ils te présentent vaguement leur passé, et je dis bien vaguement, parce que même les personnages principaux, au final, tu te rends compte que tu connais pas grand-chose d'eux. Tu connais quoi? Tu sais que Layton c'est un ancien flic, tu sais que Mélanie elle a une fille, en gros, et en large je parle, enfin tu sais vraiment pas grand-chose, c'est pas fait pour vraiment t'attacher au personnage, mais pour moi c'est un gros problème, parce que notamment le personnage donc de Layton, qui est interprété donc par David Diggs, j'ai pas accroché en fait, et c'est un problème parce que c'est le personnage principal, t'es censé compatir à lui, et surtout qu'il a une évolution très, sans transition dans la série, j'ai l'impression. C'est que tu te retrouves, la première partie de saison, t'as beaucoup d'empathie envers lui, tu sens que c'est quelqu'un de très humain, tu sens qu'il veut juste aider les autres et qu'il a un gros cœur, et en fin de saison, à partir de l'épisode 6-7, t'as l'impression de le voir en tant que putain de dictateur en fait. Et j'ai aucun mal à ça parce que c'est bien normal, il va entre guillemets mener sa cause là où il veut aller et il y parvient à moitié on va dire. Mais c'est juste qu'il n'y a aucune transition qui est montrée véritablement. T'as l'impression vraiment d'avoir deux personnages différents du début à la fin de la série. Enfin bref. Ensuite, t'as, comment elle s'appelle, Mélanie, je crois qu'elle s'appelle, donc la dictatrice en chef qui déguise pendant toute la saison sa dictature comme étant une démocratie finalement, j'ai envie de vous dire. Cette actrice, je sais, j'ai trop de mal en fait. C'est-à-dire qu'elle joue tout le temps, je sais pas si c'est parce qu'elle aime ça ou parce que tout simplement elle a pas de chance, elle joue tout le temps limite que des figures d'autorité, en tout cas dans ce que moi j'ai vu comme film avec elle, sauf Hulk je crois, qui joue un peu une meuf en détresse comme les films de super-héros avant, mais finalement, genre au départ, tu la vois vraiment comme une figure d'autorité très froide et tout, tu commences à t'accrocher à elle au moment où il parle de sa fille, et putain de merde, il fallait qu'il nous remette sa fille à la fin, quoi. C'était sûr, c'était sûr. Et je voulais pas ça, je voulais pas. Ils l'ont fait, et je crois savoir pourquoi ils l'ont fait à la fin, quand il y a sa fille qui débarque. On sait que, comment vous dire, quand il y a des luttes de classe, des luttes sociales, la seule chose qui peut unifier tout le monde, tu pourras jamais rien faire, mais la seule chose qui pourra unifier tout le monde, c'est d'avoir un ennemi commun. Et là, clairement, on voit quoi en saison 2? Un autre train qui arrive, des ennemis entre guillemets, donc je pense qu'ils vont être fortement en danger en saison 2, et que tout le monde va s'unir pour lutter contre le train, et que c'est pour ça que donc les premières classes et les troisièmes classes vont justement collaborer enfin ensemble sans vraiment être forcés. Et justement, parlons-en de ça, parce que je trouve que la lutte des classes n'est pas assez marquée. On a la lutte des classes très marquée entre première classe et l'arrière, parce que c'est vraiment les deux opposés, les deux clichés de ouf. C'est normal hein, de faire des clichés pour quand tu parles de lutte des classes, c'est totalement normal. Mais tu sens vraiment quand même la différence. Et ça c'est bien, c'est un point positif, c'est là où je veux en venir. Par contre, la troisième et la seconde classe, on en parle genre quasiment jamais. Et tu ressens pas vraiment cette différence sociale entre la première ou la dernière classe finalement. Voilà, t'as l'impression qu'ils s'entendent avec tout le monde, que voilà, et ça devrait pas être le cas. Je vous rappelle donc le film La Plateforme qui est sorti sur Netflix il y a pas longtemps. Déjà tu vois une différence entre premier et troisième étage, tu vois, alors que pourtant il y a genre je sais plus combien d'étages. Donc bref, pour moi c'est quelque chose qui aurait dû être beaucoup plus marqué. La première classe est très peu présente au final, elle a une place dans l'intrigue au départ, tu sens que comme d'habitude c'est eux qui foutent la merde, c'est toujours ça le propos de lutte sociale au départ. Mais voilà, après ce que je peux vous dire en termes de réalisation, c'est que on est quand même sur quelque chose de très moyen, faut pas se le cacher. Il y a 1001 wagons, donc on est censé avoir beaucoup de détails, beaucoup de créativité. Chaque wagon est censé présenter quelque chose. Sauf qu'au final, c'est pas vraiment le cas. Quand j'y pense, on retient quoi? 3-4 wagons. Et voilà, c'est tout. On retient le wagon du bordel, le wagon de là où il trafique, l'arrière, qui est un wagon aussi, un petit peu la classe et la loco. On va dire, c'est ça les principaux, quoi, entre guillemets. Et au final, il y a 1001 wagons et tu te rends pas compte, parce qu'en termes de créativité, il y aurait
tellement pu avoir mieux. On sent qu'ils ont fait un effort, on sent que quand on rentre dans le bordel par exemple, on va avoir des couleurs bien plus saturées, on sent que quand ils rentrent dans le truc, comment ça s'appelle, pour le wagon où tout le monde deal en gros, on sent que là il y a plein de détails et qu'ils vont essayer d'installer un flou entre le premier et l'arrière-plan en gros, pour justement différencier les deux, sauf que le flou est dégueulasse j'ai l'impression. Mais c'est vraiment pas assez pour moi, c'est que du champ contre champ, et pour moi il y aurait pu... Enfin, il y aurait eu moyen de faire mieux, je pense, notamment au niveau des étages, parce qu'il y a plein d'étages, il y a des choses même qui ressemblent à des bidonvilles dans le train, donc je trouve ça plutôt cool. Mais voilà, pour moi, il y avait un effort peut-être à faire de ce côté-là. Bref, voilà ce que j'ai pensé donc de la série Snowpiercer, qui est disponible depuis quelques temps sur Netflix. J'espère que ce nouveau format vous plaît, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens aussi, parce que mine de rien, c'est un petit peu compliqué. Hop, regardez, bah déjà je commence à... Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Et bah, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a fait kiffer. Les liens de mes réseaux sociaux, bien sûr, en description. Et le Utip si vous voulez soutenir financièrement la chaîne de manière gratuite, j'entends bien. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, on se dit à très vite. Des bisous les dos.